On a Dragana, Amina? Dragana est présente, mais sa caméra ne marche pas et je ne vois pas son micro. Je pense qu'elle essaye de se reconnecter. Vous voulez qu'on attende une seconde ou tu veux qu'on commence? On va attendre le signal de Garance qui lance le Facebook en même temps. Tout à fait. Le live sur Facebook est en cours de lancement. Et normalement, c'est bon. Garance, on y va? Oui. Merci. So, dear participants, with a little bit of excitement because of the technical difficulties that we will overcome in due course, I'm sure, I want to say welcome to you to this 8th edition of the UNESCO series of webinars entitled Inclusion in the Time of COVID-19. Thank you for connecting with us today. I am Anne-Belinda Price. I'm the Chief of Intercultural Dialogue section in UNESCO's Sector for Social and Human Sciences. This series of webinars is organized in collaboration with UNESCO's International Coalition of Inclusive and Sustainable Cities. It aims to exchange experiences and expertise on the measures to address the COVID-19 crisis at the global and local levels, with a focus on the social dimensions of leaving no one behind, and on actions taken to fight against incidents of racism and discrimination in this new context. So every year, as you know, on 21st May, this is the World Day for Cultural Diversity, for Culture and Development. We celebrate not only the richness of the world's cultures, but also the key role of intercultural dialogue in peace building and conflict prevention. The United Nations General Assembly first declared this International Day in 2002, following UNESCO's adoption of the declaration in 2001 in the aftermath of 9/11. It's called the Universal Declaration on Cultural Diversity, and it recognizes the need to, and I quote, just a quick quote, enhance the potential of culture as a means of achieving prosperity, sustainable development, and global peaceful coexistence. The declaration contains a very famous paragraph, an often quoted one, in which it is stated that, and I quote here, as a source of exchange, innovation, and creativity, cultural diversity is as necessary for humankind as biodiversity is for nature, unquote. And this is, of course, in this spirit that UNESCO undertakes its many initiatives and projects in the area of intercultural dialogue, and Art Lab that we are looking at today is one of many of those initiatives taking place for the moment under the umbrella of the Decade for Rapprochement of Cultures that runs until 2022. So today, together with UNESCO's culture sector and the United Nations Office of the High Commission for Human Rights, we have decided to give the floor to 5 outstanding artivists. This is a new word I have learned, and that all of you will know what it is after this session. It is a contraction between artist and activist. So artivists who are engaged in artistic work with a broad variety of vulnerable people in different and differently difficult contexts. Before we will hear them and see them, I'll give the floor to my colleague Ki Leng, who is responsible for arts education in the culture sector and who should also say a few welcome words to you. Those of you who participate should know that you can ask questions to the artists later on by using the question and answer box, which is at the bottom of your screen next to the little raise your hand sign, and the moderator will take them up as we move on. In case there are many questions, we will not be able to answer all of them, and we will provide answers on the website later on, and we will also send responses by email to the extent possible.
So kindly note that this webinar is recorded and will be placed on UNESCO's website, and it will take place in French and English without interpretation. So dear Key, the floor is yours. Thank you very much, Anne-Belinda. Hello, everyone. Good afternoon. The question of the impact and response on culture during this health crisis is central to our work at UNESCO currently. Despite the diverse severe challenges faced by the cultural sector, arts and culture demonstrates its irreplaceable role in providing psychological and social support under the lockdown and beyond, giving a sense of normality and resilience to individuals from different backgrounds and at all ages. We continue our advocacy work on the role of arts and culture in cooperation, as it strongly contributes to intercultural dialogue, conflict prevention, reconciliation, and resilience. To this end, we have organized at the cultural sector an online dialogue with ministers of culture from more than 130 countries and have continued exchanges with our UNESCO field offices around the world and regional partners to monitor the impact and response. One of the key results is a weekly bulletin called Culture and COVID-19 Tracker, consisting of data analysis and initiatives on culture at this particular time. The most recent issue of this bulletin is dedicated to the topic of culture and social inclusion on this special occasion of the World Day for Cultural Diversity, for Dialogue and Development. In parallel, we are also spearheading some concrete actions to support heritage safeguarding and cultural industries through UNESCO online campaign, Share Our Heritage and Résier Art. The celebration of International Arts Education Week next week is another important occasion to highlight the role of arts in education and human creativity. Such initiatives allow us to observe the adaptation of cultural policies in the face of such pandemic, not only economically, but also in terms of human development, which cannot be conceived without the respect for human rights. Art Lab approach is complementary to these UNESCO-led initiatives, and it brings to the forefront of the cause of the most vulnerable and often invisible. It positions human rights at the center of our concerns. Our lab obviously contributes to the freedom of artistic expressions and the diversity of cultural expressions, and it is featured particularly in the recent special report of the UNESCO 2005 Convention titled Freedom and Creativity, Defending Art, Defending Diversity. Once again, our full support to working with you all together and take forward this important initiative. Thank you very much, and back to you, Anne-Belinda. Thank you so much, Key. We are thrilled to work with you and your colleagues in the culture sector in this area, which is clearly growing in importance. The 5 artists who are with us today and whom you're going to listen to in a few minutes, they participate in the Art Lab platform for Human Rights and Dialogue, which we launched in 2018 on the occasion of the 17th anniversary of the Human Rights Declaration in cooperation with the National Theatre of Chaillot in Paris, which was, as you know, many of you at least, that it was the venue for the signing of the declaration back then. So Art Lab seeks to mainstream the arts in humanitarian and development policies and programs with a view to advancing respect for human rights and human dignity. You're going to hear much more about this. Before listening to our activists, let me just quickly introduce you to Dragana Kolan, who's coordinator of the Justice Protection and Social Rights Unit at the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, and with whom we are working hand in hand on this important file. Dragana, please tell us where you come from. Mike. Of course, I forgot the first lesson of yesterday, unmute, but never mind, thanks. Please, Dragana. So much. Yes, indeed, what I said, it's really a privilege to work on such an inspiring issue and have all these artists with us today online. We are also grateful for the opportunity to take the part in this event and to jointly support the work and all the efforts the artists are doing in promotion of human rights. So OHCHR and UNESCO signed a memorandum of understanding, just a word of introduction, in 2019. And actually this activity is the first joint activity within this context. So I do believe
together with my colleagues in the office, that such initiatives increase cooperation between our agencies. They combine our respective strengths to promote human rights approach to work of UNESCO, of course, build bridges with new constituencies, including the other UN agencies like UNHCR or the IOM. But more importantly, it also increases the visibility of cultural rights in the human rights system and contribute to the SDGs, aim to leave no one behind, and also to the preventive approach of the Secretary General. Art Lab actually refers on the work conducted by the Special Rapporteur in the field of cultural rights, Karima Benoun, especially on the reports that she submitted in 2018, the one that was on the contribution of artistic and cultural initiatives to creating and developing rights respecting societies, and on the two older ones from 2013 and 14, which were on history teaching and on memorialization. I am not sure how familiar the audience is with the work of special procedures, so I would just say a few words about what we actually do. So special procedure mandate holders are independent experts appointed by the Human Rights Council. They report and advise on different thematic issues and on country situations. In this particular case, the work of the mandate, the work of the cultural rights mandate highlights the importance of culture, which should not be considered as a luxury, but as a fundamental element in the recognition of individual and collective dignity, identities, and the diversity of ways in which these are expressed. So the report I've mentioned, this was the 2018 report, analyzes actually the transformative power of arts and explains the nature and impact of artistic and cultural work to improve the realization of human rights and to build sustainable peace. So besides the Special Rapporteur on Cultural Rights, the Special Rapporteur on Transitional Justice, the former one, Pablo de Greiff, he also considered the role that cultural initiatives and exchanges can play in establishing cooperation and normalization in relations among the societies which were or are still in conflict. So this Art Lab initiative and the many artivists, so I'm just trying to pronounce correctly the word, the artivists involved in this specific projects build on these elements, I believe. From the preventive perspective, cultural interventions such as exhibitions or film of drama or theater, dance, they have the capacity to affect broader populations, including victims. So they show how cultural rights and culture and artistic approaches are crucial for the enjoyment and realization of certain human rights, and in particular on the right to education or on the right to freedom of expression or opinion. Besides these rights, which are rather obvious, they also enable or the full recognition of human dignity of migrants, internally displaced persons, or persons in the situation of extreme poverty, or otherwise marginalized or vulnerable groups. And finally, they are also crucial in transitional justice processes, or at all processes that are leading to reconciliation. And of course, the establishment of sustainable peace. It is also important to explore the range of ways artistic and cultural initiatives are contributing to the reconciliation and consider the conditions that would improve the level of trust between the state and the people, and also among individuals themselves and communities, in particular, yet again, in transitional justice or processes. Our hope, of course, is that these approaches will become much more present and integrated in the future. And also in the work of other human rights mechanisms, that's what we are trying very hard, also in the work of other UN agencies, but
of course, also in the implementation of projects of our partners worldwide. So this is all for me. Thank you very much, and back to you, Belinda. Thank you so much, Dragana, for this overview that you really managed to condense in a perfect way. Thanks a lot. I think that we can now say that it is beginning. I will invite Amina Hamshari from our team in the Intercultural Dialogue section and Johanna Bouchard from the Office of the High Commissioner for Human Rights to co-moderate and introduce our special guests. Please, the show has started. Over to you, ladies. Merci Anne-Belinda. Donc sans plus attendre, nous allons poser deux séries de questions à nos invités. Premièrement sur l'impact de leurs activités artistiques à l'ère du Covid-19 ou comment justement, dans des contextes déjà très fragiles en matière de droits de l'homme, on arrive ou pas à maintenir le lien avec les plus vulnérables. Dans une deuxième série de questions, nos 5 artivistes auront la possibilité d'exprimer leurs propositions pour faire en sorte que les droits de l'homme à travers les arts soient au centre des préoccupations humanitaires et de développement. Je salue donc la présence de Taïgé Ahmed, qui est avec nous depuis N'Djamena, de Hannah Rose Thomas de Londres, de Jean-Pierre Chrétien Goni de Paris, de Lia Rodriguez d'Amsterdam et de Mortaza Behboudi en direct de Lesbos en Grèce. Et j'ai le plaisir de commencer avec Taïgé Ahmed. Taïgé, vous êtes chorégraphe et vous menez des ateliers de danse depuis 15 ans avec des réfugiés, des migrants, des personnes marginalisées en Europe et en Afrique, notamment au Tchad avec votre association N'Damsena, avec les repentis de Boko Haram. En mars dernier, le ministère de la Culture tchadien vous a sollicité afin d'organiser des ateliers dans des quartiers défavorisés de N'Djamena. Je rappelle pour contexte que selon les chiffres du Programme alimentaire mondial, 66,2% de la population tchadienne souffre d'extrême pauvreté. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la démarche que vous développez en ce moment dans votre laboratoire de mouvement et comment sensibiliser les populations les plus démunies aux gestes barrières? Merci. Je vous remercie. Je remercie l'UNESCO et aussi le Haut Commissariat pour le droit de l'homme qui ont organisé l'activité et de pouvoir m'inviter à participer et aussi à rencontrer ce beau monde. À l'arrivée de la pandémie Covid-19, nous avons constaté que toutes les activités de l'association N'Damsena s'est mise à l'arrêt. L'activité s'est mise à l'arrêt et tous les calendriers, toutes les choses qu'on voulait faire dans les camps, dans la ville, sont vraiment en arrêt. Et en tant que créateur, nous avons avec les membres de l'association, pensé sur quelle sera la solution de créer une activité qui pourra apporter, aider les autorités sur les gestes de Covid-19. C'est-à-dire la sensibilisation sur le Covid-19. Ici, comme vous constatez, au Tchad, vous avez dit il y a 66,2% de la population est pauvre et il complète 78% de la population est analphabète. Et les outils de communication du gouvernement, c'est des outils de communication en masse. C'est la télévision, c'est la radio et c'est aussi les réseaux Internet. Mais la population vulnérable, les quartiers reculés, c'est des populations qui vivent dans une concession de ménages de 5 à 6 familles où on peut avoir 10 à 15, voire 30 personnes. Et ces 10 à 30 personnes, on ne peut pas, ils ne peuvent pas avoir l'accès à la télé, à la radio et aussi à l'Internet. Et ces 10 à 20 jusqu'à 30 personnes, ils ont au milieu de la cour commune, ils ont un robinet et une toilette. Et ces personnes vivaient ensemble et il y a ces confinements qui arrivent et ces confinements
les modes de confinement en Afrique et les modes de confinement en Europe, c'est complètement différent. C'est-à-dire, en Afrique, on est peut-être dans les concessions, dans les ménages, il y a au moins peut-être 5-6 personnes dans une chambre qui vivaient ensemble, qui dorment ensemble. Et là, on constate que les gestes de COVID-19 n'est pas fait vraiment adapté pour les pays africains, voire le Tchad. Donc, dans le laboratoire, nous essayons avec des danseurs de développer des mouvements sur les 7 gestes qui sont déjà salués, c'est-à-dire gratter le visage, et on met les barrières. C'est-à-dire on doit laver les mains, c'est-à-dire mettre les distances, mettre en même temps ce qu'on appelle les masques. Donc, comment, avec les danseurs, dans le laboratoire, nous pouvons créer des gestes qui pourront communiquer avec les gens, les 20 personnes ou les 10 personnes de chaque concession où on va travailler avec eux. Juste les 10 personnes, ou soit une concession de 20 personnes, on présente un extrait des performances de 10 minutes et après, on entre en dialogue avec eux sur la question des gestes barrières. Et en rentrant en questionnement avec eux, on complète parce que dans la société africaine, il y a une tasse où tout le monde se lave les mains ensemble, au moins 5 ou 6 personnes se lavent les mains dans la même tasse pour pouvoir manger. Et c'est la même chose, on peut attraper la maladie là. La même chose, on peut, au moment de l'ablution, en prenant les sakanes, comment on peut ne pas utiliser les mêmes sakanes. Les sakanes, c'est comment on appelle, on utilise pour les ablutions, surtout chez les musulmans, pour faire la prière. Donc, à partir de là, on peut être aussi facilement contaminé. À partir de toucher les têtes de robinet, on peut être contaminé, mais l'action sera menée ensemble avec un agent sanitaire qui pourra expliquer les choses et éclaircir la question sanitaire pour chaque concession où on va toucher. Donc, le projet, il est écrit, il est encore déposé, il est en cours, il n'est pas encore exécuté. Donc, c'est un laboratoire. Ces projets pourront aussi servir pour d'autres activités de l'association dans les différents lieux où on va travailler. Merci Voilà. beaucoup. Merci Tagué pour cet éclairage sur l'importance du langage du corps. Non seulement la pratique de la danse permet de transmettre des messages clés en matière de santé publique, mais au-delà, elle contribue clairement à l'inclusion sociale en valorisant les personnes marginalisées. C'est ce qu'on verra ensemble probablement tout à l'heure. En termes de réhabilitation des personnes dont les droits ont été bafoués, je me tourne à présent vers Hannah Rose Thomas. Hannah is a British artist who organized art projects with refugees from Syria in Jordan, with Yazidi women who escaped ISIS captivity in Iraqi Kurdistan, with Rohingya women in Bangladesh and in the north of Nigeria, with women survivors of sexual violence. Hannah, can you explain us the transformative power of the self-portraits you could observe and describe the conditions in which you operated? So over the last few years, I've had the privilege of organising art projects, as Amina said, with Syrian refugees in Jordan, Yazidi women in Iraqi Kurdistan, in Bangladeshi refugee camps, and also with survivors in northern Nigeria. And for the art projects in Iraqi Kurdistan and in Nigeria, I taught the women to paint their self-portraits as a way to share their stories with the rest of the world. For many, it was the first time in their lives that they had drawn or painted before. The art projects helped to create a safe space for the women to share their stories. Sharing our stories enables individuals to integrate traumatic memories and gradually begin to heal and reclaim their dignity. Language is often insufficient to convey the experiences of trauma in conflict,
Thus, the arts can help unlock this process and provide a new form of communication and a creative tool to address the silence and unspeakable pain. John Paul Lederach writes that art and finding our way back to humanity are connected. He says that the primary need of survivors of violation and violence is to feel like a person again, to rediscover their own sense of personhood and voice. This was what I hoped the art projects would do for the women, that they would enable a restoration of dignity. I was in Iraqi Kurdistan in August 2017, and I was working with a group of Yazidi women who had escaped ISIS captivity. Most of the women chose to paint portraits of themselves in Yazidi traditional dress of white robes. This expression of identity is important considering the dehumanization they endured. One young mother, Basseh, painted a haunting image of an ISIS soldier separating her from her 6-year-old daughter. She said, "They took her out of my hands and put her into the hands of the enemy. Every day and night I imagine what Daesh are doing to her." Basseh escaped, but her daughter did not. Many of the other women painted their tears in gold to convey their grief for loved ones lost or still in captivity. In northern Nigeria in September 2018, I was working with Christian women who had suffered sexual violence either at the hands of Fulani herdsmen or Boko Haram. And like the Yazidi women, they also chose to paint their portraits with glistening tears of gold. And for the finishing touch, they sewed vibrant Nigerian fabric onto their designs. The women were so proud of the self-portraits that they'd created. There was a lot of singing and joyful laughter and smiles during the sewing in particular, which was beautiful to see. The art project is a drop in the ocean when I think of the trauma that they have faced. Nevertheless, the simple act of drawing helps to affirm their identity and value, so important considering the shame and stigma of sexual violence. One woman, Ladi, who had been held captive by Boko Haram 2 years, spoke of how the project helped her rediscover her self-worth. "Honestly," she said, "before I could not hold a pen or do anything, but now I have learned through this art project how to draw. I drew myself, and when I looked at it, I saw how beautiful I am." She also said that painting had calmed her fears down. Another young woman, Esther, said, "We came with heavy hearts, and now we are leaving with joy." Indeed, by the end of the project, the women were all laughing and dancing and singing together, a complete transformation from our first day. The project created a safe space for the women to share their stories and to be seen, heard, and accepted. All too often, their suffering remains unseen and unheard. Sharing our stories enables us to connect, even across cultural and linguistic barriers, and reminds us that we have more in common than what divides us. This encounter helps us to heal. For as Desmond Tutu explains, it is our shared humanity, our shared losses, and our shared grief that ultimately allow us to reconnect again with the world around us. We are harmed together and we heal together. The purpose of these projects was twofold. It was both therapeutic and also for advocacy, to empower the women's voices to be heard. The women understood that the aim was for their self-portraits to be shown in places of influence in the West, to advocate on their behalf. Following my return from Iraq and Nigeria, I also painted a series of portraits of the Yazidi and Nigerian women at their permission. The use of gold leaf for these portraits is to show their sacred value in spite of all that they have suffered. It is symbolic of the restoration of dignity. For many of my exhibitions, I showed the women's self-portraits alongside my portraits as a striking juxtaposition. These paintings have been shown in places including Buckingham Palace and Lambeth Palace, Houses of Parliament, European Parliament and Westminster Abbey. The hope was for these exhibitions to bring the stories of these courageous women directly before key decision makers and to shine a light on the issues of sexual violence and the double vulnerability of women from religious and ethnic minorities. It has been an incredible honor to be able to use art in this way, to speak on behalf of the women. Thank you, Hannah, for highlighting how these women were able to rekindle their resilience through self-portraits. The reappropriation of their image by victims of human rights violations and thus of the direct access to the media is a fundamental issue that goes to the heart of the advancement of human rights. Let's meet now with Mortaza Behboudi. Mortaza, photojournalist from Afghanistan, joins us from the island of Lesbos
at the Moria refugee camp. Moria accommodates today 19,000 people, no need to comment about physical distancing, 40% of whom are children, including 1,500 unaccompanied minors. They have traveled from Syria, Afghanistan, Somalia, and Congo. The camp was initially opened in 2015 to host 2,200 refugees. There are lines everywhere for food, for showers, and medical visits. Mortaza, what kind of creative activities are you conducting with the refugees of Moria? And what impact did you notice in terms of reappropriation of the image by the refugees themselves? Important note, the initiative you are working on is a self-generated one by the refugees. Yeah, thank you very much for having me. Yes, truly, this situation is catastrophic here, and all the humanitarian actors, they are alerting the situation, and the only solution is they evacuate urgently this European camp, the largest camp in Europe, Moria camp in the island of Lesbos in Greece. Yes, I do work with images. I'm reporter for Arte TV, Franco-German TV. I do work images, like I'm filming, photographing before and now during COVID-19. And I used to do workshop on photography and videography, learning and teaching the young refugees from different nationalities, as you mentioned, Amina. We are teaching them how to speak in front of the camera on the different subjects, as a cultural understanding between the different cultures and tradition of refugees that they are living in a camp, because these young migrants and these young refugees are making this project, as you mentioned, is the self-initiated by refugees themselves. They are making the short video and photos. Sometimes they are sharing with the community of the camp and with NGOs, of course. But in this special moment, there is no NGOs. Only the doctors, they have access to the camp. They are all abandoned. They're taking videos and photos. Of course, we are sharing on with the media, and these young refugees, they're sharing these videos they're taking. They're sharing on social media in order to speak out the situation and tell the stories of themselves. Of course, this is very important that we had in the news in this perspective. They can tell the stories not only from the camp, but also their stories as individuals and the human being, because immigration has always existed. We know that. The activities is to teach them to do the videos, how to choose the way they use the camera, for example, and sometimes speaking in front of the camera. I did a report for Arte TV. You see that the refugees, these young refugees, there is solidarity inside the camp. They're helping each other. I also, of course, in the same time, teaching them how they can communicate through the social media, and helping them to share the stories on social media. Of course, we are all using social media, different platforms. For example, on the cultural understanding, for example, we have in this camp, the majority there are people from Afghanistan, from Syria, from Congo, Somalia, for example. They're trying to learn the languages. This can help sharing their cultures by taking videos and photos, and learn. Of course, they are learning the language. I saw the Syrian people, Syrian young refugees. They are speaking Persian or French, for example. They learn from the African refugees, for example, coming from Congo or other countries. The important thing is we have to see that this conversation is currently overshadowed by the fear and the ideology. We must to humanize the journey of migration and not let the media criminalize sometimes. I'm a journalist, and myself, I'm a and I know how to, I slept rough in the street of Paris, and I know how they live right now in the camp in this island in Greece. It's
the living condition and the health condition is catastrophic, and they can and not only allow the journalists share their stories. So I want them to share their own stories in front of the camera, for example, speaking, telling their stories. They are not only the refugees, they have a talent. Some are doctors, for example, engineers, and singers, for example. I'm here since 20th March until end of July. Every day we're going to the Moria camp, teaching and learning from them. Of course, I'm learning a lot from the different communities of refugees. This impact is very important because we cannot understand the reality without local voices. For example, they're telling their stories, how what's really going on in, for example, in Syria, in Afghanistan, other countries, telling their own stories by filming and by taking photos. This is very important, that what we were trying to teach them to do this. We are going to screen the films, this film that they are shooting in a way that for example, I love the way that they are trying to learn the languages. They are trying to shoot these videos. We're going to have a film screening inside the camp during night in the next 2 weeks. Trying to provide the video projector, for example. We bought the cameras, for example, giving them how to film. Of course, they don't have electricity inside this camp. Sometimes they don't have water and hygienic products. We want them to tell this, to speak out this situation, also tell the stories. These young refugees, because the schools run by the NGOs inside the camp, they are all closed. Nobody's inside. We have already 4 confirmed cases of COVID-19 in Lesbos by the new arrivals. We have this morning, we had 2 boats arrived from Turkey to Lesbos, and we have every day, we have, as I said, immigration is always existing and will exist. With the climate change refugees, we'll have as well. And the important thing that we learn, we teach them how to tell the stories, for example, because the integration will be more easier for them, and also the people of the host country, they can learn more from these refugees by sharing these videos, photos through social media, and of course by speaking to them, listening to them. Thank you very much. Merci Mortaza d'avoir souligné l'importance de cette réappropriation de l'image dans un camp de réfugiés où l'intégrité de son propre espace est en jeu. Les autoportraits, tout comme la narration directe, sont effectivement des initiatives capitales dans la conscience d'être, dans la mémoire de son passé, la conscience du présent et surtout dans la capacité à se projeter, de faire des choix et d'engager sa liberté. Il existe sur cette planète d'autres lieux où justement la liberté de choix est engagée. Lia Rodrigues, vous êtes originaire de Sao Paulo au Brésil. Vous êtes chorégraphe, artiste associé au Théâtre National de Chaillot et au 104 à Paris. Vous avez créé une école de danse dans la favela de Mare à Rio, le Centre des Arts et l'école de libre de danse en 2009 avec l'association Redes da Mare. À ce jour, l'école compte 350 élèves, une vingtaine d'entre eux de 14 à 23 ans reçoivent une bourse pour se perfectionner dans les métiers liés aux arts et à la culture. Pouvez-vous nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'une école de danse apporte en termes de dignité et d'ouverture vers plus de liberté de choix pour les habitants de cette favela? Il y a votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. D'abord, je voulais dire qu'on vit un moment catastrophique chez nous, mais ça, ce n'est pas seulement avec l'arrivée du virus, c'était bien avant, il y a des siècles avant. Nos pays souffrent d'une inégalité énorme et ça, c'est en danger.
pour tous les gens qui vivent dans une pauvreté terrible. Pour créer une école de danse dans une favela, une des plus grandes de Rio, la favela a 140 000 habitants. Elle est plus grande que 80% des villes au Brésil. Et alors, l'intention de créer cette possibilité pour les habitants d'être en rapport avec l'art et la culture, parce que dans cette énorme ville, comme une ville, il n'y a pas un endroit pour les arts. Et alors, Redes da Maré et moi-même, on a décidé d'ouvrir cette possibilité que des gens puissent être en rapport avec l'art et puissent aussi des jeunes faire ce choix de devenir un artiste ou de devenir un danseur. Mais c'est plus que ça, c'est lié à toute une question de comment faire de ces gens-là un citoyen plein. C'est ça notre première préoccupation dans tout ce qu'on fait, de promouvoir aussi son choix, la possibilité d'aller à l'université, par exemple. Alors, c'est une école que ce n'est pas seulement pour les arts, mais c'est plutôt pour faire de ces jeunes, de ces gens qui vont là-bas, pour qu'ils sachent tous leurs droits. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Depuis 2009, on a un grand centre d'art et je suis très émue parce qu'à ce moment exact du virus, ce centre d'art qui a un énorme plateau, il sert pour recevoir les donations des aliments, de l'eau, pour distribuer pour les familles les plus pauvres, qui sont à peu près 5000 familles dans cette favela qui n'ont pas l'accès à l'eau potable pour laver les mains. Je pense que tout ce que mes collègues ont dit, ça se passe aussi dans la favela. Quand on parle d'isolement, ce n'est pas possible dans une favela. Ils habitent dans des petits endroits avec plusieurs personnes dans les mêmes chambres. Il n'y a pas de l'eau. Alors, Redes da Maré et ce centre d'art, ils font cette initiative de recueillir des donations et on fait des paquets qu'on distribue pour les familles. Bien sûr, avec un gouvernement criminel qu'on a maintenant, Bolsonaro c'est un président criminel, on n'a pas les mesures nécessaires pour éviter et pour éviter que les virus s'étendent si vite dans des conditions si terribles dans notre pays. Alors, les associations et les organisations civiles sont responsables pour minoriser un peu l'effet de ces virus. Alors, je parle plutôt d'une action de la société civile. L'art, c'est un peu tout notre... c'est tout annulé, notre présentation. En tant qu'artiste, c'est la catastrophe. Et alors, je préfère mettre les focus dans toutes ces actions sociales à ce moment. Merci beaucoup, Lia, pour ce témoignage sur la situation au Brésil. Je me tourne à présent vers Jean-Pierre Chrétien-Goni, directeur du théâtre Le Vent se lève et metteur en scène, praticien, anthropologue, docteur en philosophie et maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers à Paris en anthropologie de la culture. Jean-Pierre, vous travaillez principalement sur les thèmes de l'emprisonnement avec des détenus, des patients dans les hôpitaux psychiatriques, près des ghettos, des foyers de migrants et surtout les domaines de la privation sociale. Pouvez-vous nous dire ce que le Covid-19 et les mesures de confinement qui l'ont accompagné en France ont révélé et ce qu'elles vous ont inspiré? Oui, merci Amina pour tous pour cette invitation. Je suis désolé, je n'arrive plus vraiment à parler sans colère de ce qui nous traverse en ce moment-là, de part en part. Et ce n'est pas la pandémie, mais plutôt ce qui en est fait. Et je ne suis pas complotiste. Alors oui, prison, maison d'arrêt pour mineurs, hospice pour corps altérés, maison pour esprits dits aliénés, foyer obscur de travailleurs migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, quartier en perdition sociale. Voilà. C'est ma société à moi, à nous, si on veut la voir vraiment. Je travaille dans l'invisible depuis tant d'années, avec les invisibles, avec les absents, les autres, tellement autres qu'on a fini par les abandonner et les oublier.
Alors, ce sont des combats à coups de spectacles partagés, de non-spectacles, peut-être 60, je ne sais plus, à coups de gueule, de surattention, de vigilance, de renoncement, de fatigue, de toutes petites victoires. Je ne suis pas officiellement en zone de guerre, ni en pays de grande misère, ni à la frontière avec le chaos, et pourtant, la lutte qui est parfois feutrée, subtilement occultée, la lutte est ouverte ici, dans nos pays dits développés, qui ont choisi l'abandon lent, la fermeture des espaces et la négation des personnes. Et le contexte créé autour de la pandémie, aujourd'hui, fait en quelque sorte éclater la divergence, une divergence profonde, structurelle, irréparable. Alors la divergence, elle existait, mais elle va être radicale. Le Covid est un accélérateur de misère. Et sinon lui, ce sera le prochain qui est en embuscade, parce qu'elle est rampante dans nos contrées. Je voudrais juste témoigner de ces lieux, de ces formes de l'existence humaine dont l'invisibilité s'est accrue, l'éloignement social amplifié. Je veux le dire ainsi, nous sommes aux limites. La prison est un lieu limite, une hétérotopie, comme dit Foucault, une inversion sociale. Le handicap est une vie limite, une vie à la limite. Je pense à Chris, de nos créatifs chroniques que nous accompagnons au théâtre, qui est traversé par le théâtre dans son propre corps anguleux, et Amadeus, qui écrase la scène de sa puissance. Les demandeurs d'asile, des personnes limites qu'on invite à justifier sans cesse de leur présence, de leur qualité d'humain avec nous, à répéter leur trajet migratoire, à ne plus être que cela. C'est ce qu'on leur fait vivre et qui se manifeste là au grand jour. Alors ma question c'est, qu'est-ce que le travail de l'art peut entreprendre, engager contre l'irréparable ? Bien, la réponse, nous l'avons au quotidien de nos traversées qui sont aujourd'hui interrompues. Alors, je fais quoi en prison ? Mais depuis des années, j'y pose des livres, j'enfonce des mots, je trace des gestes dans des entre-deux, entre les parloirs, entre les détenus et les surveillants, entre le dedans et le dehors, toujours à arracher des possibles et à ouvrir des espaces de dignité. Je vois Abderrahmane avec l'éthique de Spinoza sous le bras qui, de loin dans la bibliothèque de Fleury-Mérogis, me dit « Jean-Pierre, je ne comprends rien à ce livre, mais qu'est-ce qu'il est beau !» Je pense à Raja le Terrible qui ose pleurer d'émotion sur une scène. Les détenus qui répètent de cellule en cellule toute la nuit un spectacle sur l'Odyssée. Il y en a tant. Le chorégraphe Franck Esnay qui a réussi à travailler sur la tendresse dans une maison d'arrêt. Alors, nous sommes, nous les artivistes, et j'aime beaucoup ce mot et cette invention, nous sommes ce que j'appelle des artistes in extremis, avec tous ceux qui, comme moi, créent avec et pas pour, qui fabriquent du commun vraiment commun. Nous sommes au milieu du monde, n'est-ce pas ? L'art ouvre le tout-monde et se prépare insidieusement un monde d'après où nous aurons reculé. C'est cela que je redoute. Alors, pandémie oblige, on nous a dit de nous absenter, d'attendre des jours meilleurs. Lesquels ? Pour recommencer des spectacles dans les lieux exquis de la dégustation culturelle, ce n'est pas mon sujet, ni mon travail, ni le nôtre. On nous dit qu'il faut d'abord régler le reste, tout désinfecter et rester séparés. Or, c'est cela que nous tentons d'abolir. Les séparations. Noli me tangere, dit un texte religieux, vraiment, vraiment, entendez-le, notre façon de faire, c'est le contact. Kairos, en grec ancien, c'est le point de faiblesse, le talon d'Achille, l'opportunité de la vie, la chance. Et quand je dis perte de contact, aujourd'hui, c'est au sens physique et fort. Le travail artistique et culturel, c'est un toucher, c'est un côte à côte, c'est un rapport anthropologique à la fête des corps, à l'émotion collective. C'est pourquoi, pour moi, l'émotion de la scène est profondément politique. Depuis des jours et des jours, là, les demandeurs d'asile qui font partie de notre espace de création n'attendent que cela, que nous nous serrions les uns avec les autres, contre les autres, car c'est de ces frictions que naissent les étincelles créatives que nous déployons ensemble et qui dissolvent les vrais isolements quotidiens qui sont les leurs depuis si longtemps pour certains. Alors, alerte, Covid, qui est sujet, qui est bon sujet, qui est acceptable, qui mérite d'être des nôtres. Je crois que la guerre larvée contre les pauvres pourrait prendre demain un nouveau tour. Alors, il nous faut convenir que la pratique de l'art est celle du travail des vulnérables entre eux. C'est ça que je veux dire. Je veux inviter à ça. Être activiste, pour moi, ce n'est pas jouir d'un pouvoir sur l'autre, fût-il généreux. Généreux pouvoir, en fait, aucun ne l'est. Je ne peux rencontrer dans quelque exercice d'art que ce soit la vulnérabilité que si je lui ouvre la mienne. Et je crois que seul ce travail-là de l'exercice de l'art le permet. La prise de conscience de nos vulnérabilités, qui sont individuelles et collectives, oui, nous le savions déjà. Mais de loin, le vulnérable, c'est l'autre.
On le traite du haut de nos petites ou toutes puissances, parfois si malignes et violentes. L'effet Covid est l'effet d'un effroi pour tous ceux qui se pensaient abrités de la douleur et de la mort. Et si nous étions tous sans abri, symboliquement, ça nous met en pleine face. Alors, soyons espérants, et je veux l'être, et si cette conscience chamboulait quelque chose dans l'ordre des sociétés? Cette notion de vulnérabilité doit s'imposer au centre de nos attentions de travail. C'est le lieu universel de l'art. Une vulnérabilité qui n'est pas faiblesse, mais puissance de transformation. Il faut œuvrer à empêcher la toute-puissance de relever la tête et sa tête arrogante contre les humains. Émouvoir nos imaginaires. C'est notre travail, pas comme artiste d'en haut, de je ne sais quel haut, mais artiste avec, ouvrier fabricant de commun, ne sachant rien à la place de l'autre, en lien de récits intimes. Une grande clameur de nos récits, ouais, organisons-la en commun. Alors faisons grand bruit pour sortir des enfermements redoublés qui se construisent pour un monde d'après que je redoute un peu. Ne remettons pas en route en petit, sur la pointe des pieds, mais en grand vacarme. Est-ce que nous le pourrons? Est-ce que je peux vous espérer tous à la grande clameur? On y va? Merci beaucoup Jean-Pierre pour avoir mis en lumière à la fois tes frustrations d'une part, mais aussi certaines des leçons prises sur l'invisibilité irréparable au-delà de la pandémie, donc de ce qui nous attend aussi après et qui renforce notre conviction sur l'importance de ce type d'approche pour reconnaître la dignité et l'humanité de chacun, mais aussi la réciprocité qui est nécessaire pour toucher et être touché, ce que l'art aussi permet et la culture permet de faire. Switching to English, this also makes a very nice transition for the second round of questions for each of you. We'll have to reduce the time because I'm seeing it fly. But now that we know a little bit more about the work that each of you conduct, I'd like to direct our discussion a little bit more towards recommendations, ways of actions that we need, things that need to be done, that need to be changed, better supported or integrated into policy to enable this work to continue and to get the attention that it deserves. Donc, je reviens vers vous, Jean-Pierre, sur la base de ton expérience de praticien, mais aussi en tant que vice-président en charge des droits culturels et de l'éducation populaire et de la Fédération de Paris de la Ligue de l'enseignement. Qu'est-ce que tu préconises pour promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre l'isolement après, mais aussi sur le long terme? Juste une petite chose autour de l'inclusion, juste une petite image rapide. Dans un foyer où je travaille avec des vieux migrants. Le vieil Abdelhamid au foyer, il a 93 ans, il ne peut plus danser avec ses béquilles. Et pourtant, chaque fois qu'il me voit, il n'a de cesse de m'inviter à le faire avec lui. Je ne le peux pas vraiment non plus. Mais Abdelhamid, il danse, alors je danse avec lui. Et alors je dis, regardez-nous danser. Et alors je dis, venez danser avec nous. Voilà, c'est ça qui me semble tout dire. Je veux être ce metteur en scène-là, de ces scènes-là. Alors, l'inclusion, elle part de là. Il ne faut pas attendre la fin des peurs pour réamorcer le travail, pour recommencer la danse. Je pense qu'il y a des mesures d'urgence culturelle à prendre, si je peux dire. Alors, je vais le dire avec un peu d'ironie, mais je proclame l'état d'urgence culturelle. Si je pouvais seulement le faire, mais pas d'une sorte de culture dessert, hein, dégusté entre des amis qui seraient respectueux des règles et de la culture avec un grand C. Hein. Non, je crains vraiment que dans notre silence forcé, dans la mise à l'isolement des différences, la culture au pluriel est reculée. Et quand je parle de culture, et c'est là pour moi le fondement du travail qui doit être fait pour moi, quand je parle de culture et des œuvres que nous coproduisons, c'est la culture telle que les droits culturels humains les définissent. C'est ce dont chacun d'entre nous a besoin pour vivre son humanité avec les autres. Voilà. Et ces droits fondamentaux, ils désignent en quelque sorte pour moi la première ligne. Et la première ligne, c'est notre place d'allumeur de droit, si vous me permettez cette expression, depuis longtemps. Nous devrions être mobilisés sur les fronts sociaux avec la force éthique des droits culturels. Alors je demande à ce que nos chantiers de création en prison, au nom de ces droits, à l'hôpital, dans les quartiers, dans les foyers, réouvrent très vite pour le bien vivre commun et dans l'intérêt général d'une société qui souffre, vous le savez, d'une inflammation éthique et politique assez critique. Il faut y aller. Deuxième chose, nous devons pour une énième fois réinventer l'éducation populaire, dont les mouvements qui s'en réclament expriment depuis longtemps la dimension politique du travail culturel, du moins le devrait. Faire des sujets libres, pas seuls, libres ensemble, nous coéduquer, pas d'autres programmes. Alors c'est celui fondamental d'une éducation populaire pour moi appuyée au droit culturel.
Alors, je milite avec les fédérations d'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement, les fédérations des centres sociaux, pour des propositions d'action intégrative, pour les appeler comme ça, ouvrant sur des rencontres sur les territoires, à large focale, si je puis dire. Je n'ai pas le temps de le détailler ici. Mais plus que jamais, il nous faut déséparer, si je puis dire, désaligner, décoloniser. Et si les dedans sont plus possibles, alors on va faire des dehors, de toute urgence, des caravanes. Alors on va lancer dans l'Essonne probablement la caravane Babouyek dans les centres médico-sociaux. Nous allons aller vers eux, nous allons aller les rencontrer avec des artistes, des brigades d'art, des centres culturels sans murs, No Walls, un tiers-lieu d'éducation populaire avec la Ligue qu'on essaye de monter. Il y a plein de projets de cette nature qui sont en route et qui naissent des urgences récentes. Je vais aussi proposer des exercices de dignité dans les prochaines semaines à tous les activistes et les activistes, tous les sujets libres qui souhaiteraient s'associer à ça. Alors, j'en profite pour inviter tous ceux que ça intéresse à prendre contact avec nous, avec vous, sans délai sur cette collecte. L'exercice de la dignité sous toutes ses formes, sous toutes ses façons, que ce soit de la littérature, de la vidéo, de la musique, il nous faut collecter ces exercices et les répandre. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Also, and I'm doing just a little bit of translation for those who might have lost some of what you said, but basically for calling for cultural emergency and the implementation of cultural rights for all, but also to recall that culture is transversal to all of the sectors of policies and of politics, and this is a place it should be, and not just at the margin and not just as a luxury item. Je me tourne maintenant vers Lia. Lia, vous êtes impliquée à la fois à l'international et très localement auprès des plus démunis de votre pays, ceux dont on entend rarement la voix. Pour les gens avec lesquels vous travaillez, quelle est aujourd'hui l'urgence? Quelle est la priorité? Qu'est-ce qui doit changer? Oui, moi je pense qu'avec vous, je vais lancer un cri pour le monde. On vit dans un état d'exception chez nous. Bien sûr, la priorité, c'est un investissement massif du gouvernement dans les besoins de base pour la vie de tous les Brésiliens, ce qui ne se passe pas, ni avant et surtout maintenant. Mais je pense aussi que chacun de nous, on peut avoir des actions concrètes. On doit rapprocher ce qu'on pense et notre discours avec des actions très concrètes dans le quotidien. Alors, je pense qu'il y a des projets que tout le monde peut s'engager. Comme mes collègues ont raconté là, des projets qui m'ont beaucoup ému. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Chacun de nous peut faire à chaque jour quelque chose. Mais surtout, cet investissement, c'est nécessaire pour continuer à vivre. L'urgence chez nous, c'est de pouvoir développer et continuer nos actions auprès de cette population de 140 000 habitants. C'est ça. Merci beaucoup, Lia, pour des pistes d'action précises d'investissement de chacun d'entre nous là où on est. Tégué, considérant que vous avez travaillé beaucoup aussi avec la pandémie, quelles conclusions tirez-vous de cette période pendant laquelle la distanciation physique était de mise concernant l'importance des ressources culturelles dans le lien social? De façon générale, d'une part, comment se prépare l'après-Covid à votre avis? Comment renforcer les espoirs de solidarité? Mais de manière plus liée à votre projet au Tchad, que proposeriez-vous pour assurer la durabilité des programmes culturels, sachant que ce pays est aussi une terre d'accueil pour plus de 460 000 réfugiés et personnes déplacées à l'interne? Juste le micro, Tégué, pardon. On t'entend pas. Pardon, merci de m'avoir donné la parole. Après le Covid-19, ce que nous préconisons faire, c'est aussi des points d'interrogation sur les 7 gestes du Covid-19. Il y a des gestes qui mettent à l'écart les gens qui ne peuvent même pas, ça désolidarise complètement la population. La population ne peut pas, la population tchadienne, c'est une population qui s'embrasse, qui se prennent dans les bras, qui se salue, qui se serre dans la main. Si mon voisin, je le salue juste peut-être en le saluant comme ça tout le temps, il ne sera pas du tout content. Après Covid-19, comment trouver des gestes, comment trouver des gestes, des salutations, ou comment, c'est des questions, comment
avec Covid-19, nous pourrions ensemble avec les artistes pour travailler dans la ville de N'Djamena, parce que la ville de N'Djamena, elle est divisée même en 4. Il y a le quartier nord, sud, est, dont la population, les jeunes ont toujours la haine de la guerre qui a existé entre les années 79 et tout. Comment nous pourrions créer des ateliers dans les différents espaces culturels des quartiers pour qu'on appelle les maisons des quartiers pour pouvoir travailler avec les jeunes. La base, c'est les jeunes. Comment travailler avec les jeunes pour qu'ils puissent échanger entre le quartier nord et le sud et en même temps créer des liens, danser sur les mêmes pas. Danser sur les mêmes pas, ce qui veut dire déjà on est ensemble, on est en commun. Quand on danse sur le même rythme, on a le même rythme. On se sent dans l'ensemble. Alors, c'est une communion. Donc, on va créer des ateliers, des projets des ateliers sur les gestes de Covid-19 et en même temps, des plateaux d'échange entre les jeunes. Et pour les projets dans les camps de réfugiés au sud du Tchad, dans lesquels on travaille, on va travailler sur les sensibilisations des Covid-19. Comment, avant de prendre les cours, comment se nettoyer la main, comment prendre des distances pour prendre des ateliers, comment danser sans heurter l'autre. Alors, on est sur un projet aussi d'insertion des réfugiés dans les villages hôtes. Donc, comment travailler avec les autochtones, comment travailler avec les réfugiés et créer ces liens pour ne pas qu'il y ait des distanciations entre les deux villages. Nous allons avoir beaucoup de travail à faire et les réfugiés et les autochtones et les spectateurs qui vont regarder leurs spectacles. Donc, il y a tout un projet à faire autour de l'activité. Merci beaucoup, Tege. So you have a long list of things to do, and here maybe the invitation also, if someone to give a hand to Tege in the future about some of these projects, that this could be a platform maybe to find partners. I want to turn now to Hannah. From the perspective of your work, what message would you like to convey to decision makers to mainstream the arts in humanitarian and development programs and to really make a change happen? How could artists who engage in this field, the artivists who are here, but also all the other ones that we don't know and are doing this, that are not here and are doing this work, what kind of support is necessary in substantial program, and what are your frustrations in this area? I think one of the main challenges I've encountered is definitely funding. Is that it's so difficult to get funding to make these projects happen. I think one of the challenges with the arts is that they really intersect in these projects. And then one of the beauty of it is it really intersects across both cultural, artistic, and also humanitarian fields. But because but then it doesn't fully apply for funding for either. So it doesn't, because it goes across these different sectors, which is part of its beauty and power. I think, and also the arts are it's very difficult to evaluate the impact of these kind of projects. And so as a result, it's quite difficult to justify funding to organizations when discussing about organizing projects like these. I mean, for me as an artist, I'm fortunate enough to be still living at home and supported by my family, or else I couldn't have done these projects that have been on my heart. But that isn't sustainable for the long term. And for other artists and artivists I know who want to do this work, they don't have the material support to be able to do that without funding. So I think that is one of the main frustrations, because people say that to me when my paintings have been shown in Parliament. And parliamentarians say, like, oh, you must keep doing what you're doing, it's so important. But I can't without funding, and that's the same with other artists in this area as well. Yeah. Thank you for your analysis, which also answers one of the questions that I saw in the Q&A about what kind of impact does advocacy have when you end up being in the parliament like you did? Does it really make a change? Do you really then get the support that you need to continue? And what I'm hearing is, nope, it's still not making the case.
Well, the people say that it's important, and it brings the human stories right directly to key decision makers, and that's what inspires empathy. And I think when hearts touch, that's what leads to motivation for change. But I haven't seen that trickle down effect yet. But I mean, there's hope for it to come. Thank you so much, Anna. Finally, I want to turn to Mortaza. Your work touches upon both self-representation, but also the ways to express it through artistic, through media disciplines, through various outlets. So some of your colleagues have shared recommendations for policies, but what about the role of the media in conveying the claims for human rights? Oui, merci beaucoup. Donc, je vais parler ça en français. Donc, l'idée, c'est d'abord donner la parole à ces personnes réfugiées, ces personnes migrantes, qui puissent parler eux-mêmes sur leur histoire, leur récit, leur talent, tout ce qu'ils font aujourd'hui, qui sont solidaires entre eux dans ce camp de réfugiés. Donc, c'est très important aujourd'hui de ne pas, comme je disais, criminaliser leurs images. Il faut qu'on essaye de humaniser les trajectoires d'immigration des migrants, parce que l'immigration a toujours existé. Donc, c'est très important. Nous, on essaye ici. Moi-même, quand je travaille avec la chaîne Arte, comme vous, moi, j'ai répondu à une question en envoyant le lien. Donc, on a essayé de convaincre les jeunes réfugiés pour parler eux-mêmes devant la caméra, parce que c'est très difficile pour aujourd'hui. On a les bureaux d'asile qui doivent aller devant les officiers de protection pour parler pourquoi ils ont quitté leur pays, pourquoi, beaucoup de pourquoi. Why you left your country, why you're here. You have to tell your story hundreds of times, and even in front of the media. Et pour nous, c'est important de dire ça autrement, d'en parler autrement, de ne pas toujours... Parce que quand on voit le titre des médias toujours, la crise des migrants, la crise toujours, why? It's not crisis. For me, it's the welcoming crisis. C'est la crise de l'accueil. Aujourd'hui, beaucoup d'États, ils ont signé la Convention de Genève 1951. Donc, pour moi, il faut qu'on comprenne, nous, de leur histoire, en les écoutant, en donnant la parole. Les médias, ils jouent un rôle très important pour moi. Donc, il faut qu'on sensibilise tous les médias, de donner la parole à ces personnes réfugiées, qui puissent parler de leur histoire, comment ils ont vécu chez eux-mêmes, de parler de leur tradition, leur culture, leurs arts aussi, pour mieux comprendre, pour mieux accueillir. Bien sûr, c'est très important parce qu'aujourd'hui, les images jouent un rôle très important, parce que nous, en regardant la télé, en regardant les médias, en regardant un film sur l'immigration, on peut comprendre tout, on touche un grand public. Donc, c'est très important le rôle des médias pour parler de ces histoires, en donnant la parole à ces personnes réfugiées, encore aussi pour les encourager eux-mêmes, parler de leurs récits, de leurs histoires. Remettre les personnes au centre, et un peu le cœur de ton message. Thank you all. Merci Mortaza. Thank you all for your precious contributions. I know there's been a number of questions that have been shared in the Q&A box for our panelists, but as is unfortunately often the case in a webinar where the time is limited, we will not have time to respond to them directly right now during the webinar, because we need to close, and the session will close, unfortunately. But do know, everyone who have shared, that these questions have been recorded, and that, whoop, are we still there? Yes. That these questions have been recorded, and that we will have ways of making sure that these will be answered by the artists when they were directed only at one artist or to others. I was supposed to give the floor back to Anne-Belinda Praz and Dragana Corland for some words of conclusion. Is this still possible? Yeah, I'm seeing it's still back. So thank you again for our artivists. Merci beaucoup de la générosité de vos propos, et j'espère que c'est le début et non pas la fin de la discussion. Donc peut-être Dragana ou Anne-Belinda pour la suite. Merci.
I think Dragana, we ended up saying it should be Dragana, I think now at this stage. Please, come on, Dragana. Yeah, Mike. I know, yes, I remember that I should unmute. Thank you so much. I mean, it was such a rich discussion, and I will just try to be brief because I know we have like 2 minutes. Maybe for me, like 2 points that we need to sensitize primarily political actors and the humanitarian community on the transformative power of arts for most vulnerable communities and for future inclusive societies. So that's one. The second one, I would go back to the fact that art should not be considered as a luxury. It is a must. And especially for those who are living under difficult conditions, because art contributes to giving the voice directly to those who are most vulnerable and marginalized ones, and without intermediaries, which in a way reinvigorates the power of arts and resilience to art. And the last thing is that I found on internet that UNOG, the United Nations office in Geneva, is launching online artistic contests. So I will send the link if you want to participate. I don't know if it's the result of our work or something like that, but somebody might have heard. So there is the international art contest called The Future We Want, which is organized to celebrate the 75th anniversary of the United Nations. So I will send the link, and if you want to participate, please, you're most welcome. Everyone, it's an open contest. Thank you. And back now to Amina, I think, and right? Thank you, Dragana. Oh, no, thanks a lot. I will maybe add a few. It's not possible to in any way summarize, and you have also come with your own recommendations, so we should not be doing this at all. But I just very quickly, what I heard is, of course, this key importance of promoting the status of artists in their commitment to reappropriate human rights and the dignity of the most underprivileged, including the funding issue must really be addressed. And also then the need to strengthen and mainstream arts through humanitarian and development policies and programs to advance the human rights agenda. Here I thought, a thought that came to me while I was listening to all of you, is that because the art approach, if one can call it that, is such a lived experience as compared to other methodologies or approaches to development and advancing human dignity, because it's uniquely based on an individual experience, it is as if it's really well placed and maybe uniquely placed to do all these things that we call through the time, the bottom-up approach, listening to the voice of the poorest and excluded, and now leaving no one behind. It has a very unique approach to precisely do that. So this is what I learned from this fantastic exercise with you today, that we will hopefully, I know Amina will make sure that we continue it. And it's been so rich, and your exchanges together have been really amazing to listen to. I learned a lot. I think so thanks to all of you, and thanks to our colleagues and to across the UN and next door in the culture sector. I think what is left for me to say, Amina, if you're okay with this, is that we have a next edition of UNESCO seminars on inclusion in the time of COVID-19, and the next one will actually focus on, the theme is confronting together the legacy of slavery, racism, and it will take place with the UN Department of Global Communications on 28 May at 4 o'clock. So all keep posted, and what we learned today is venez danser avec nous. Thank you very much. Thank you. Bravo.